Bonjour et bienvenue. Donc voici la troisième partie du programme d'histoire de secondaire 4, 1945-1980, intitulée La modernisation du Québec et la Révolution tranquille. Retenez que oui, ça parle beaucoup du Québec, mais il faut impérativement connaître aussi ce qui se passe dans le monde et au Canada. Ce premier chapitre, c'est 1945-1959, que l'on appelle souvent les années du Plessis. Mais il y a aussi deux autres chapitres, les années 60, en fait ça marche à peu près par décennie. Les années 50, c'est plutôt du Plessis, 60 c'est la Révolution tranquille, 70 c'est la crise. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les années 45-59 et notamment de voir c'est quoi les grands changements d'après-guerre, notamment à l'échelle mondiale. C'est donc un élément de contexte. Le contexte en histoire, c'est ce qui se passe ailleurs, puis ce qui se passe avant, pour mieux comprendre finalement la période à l'étude, puis c'est quoi les conséquences sur le Québec et le Canada. La Seconde Guerre mondiale, c'est notre élément de contexte principal, notamment sa fin en 1945. Le 8 mai, c'est la capitulation de l'Allemagne. Le 2 septembre 1945, c'est la capitulation du Japon. Donc le 2 septembre, la Seconde Guerre mondiale est terminée partout dans le monde. Ça a dû se faire grâce à l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki le 6-9 août, qui a fait en sorte que le Japon était obligé de se rendre face à la démonstration de force américaine avec cette nouvelle arme, donc de 1945. Le bilan de la guerre est quand même très important et va durablement impacter ce monde d'après-guerre. 60 millions de morts, dont la moitié des civils. Le pays le plus touché, c'est l'URSS, qui perd quand même 10% de toute sa population. Des millions de populations déplacées. Au point de vue économique, on a vraiment deux éléments, parce que d'un côté, l'Europe est totalement ravagée, et d'un point de vue économique, ça va pas bien du tout. L'Allemagne est ruinée, elle est divisée en deux, l'Allemagne n'existe même plus, hein, elle est en zone d'occupation. Le Royaume-Uni, qui a dû assumer pendant plusieurs années seul la guerre, est totalement ruiné. La France, notamment, est ruinée, détruite, mais en plus, elle a perdu son prestige, parce que elle a duré à peine 2 mois dans cette Seconde Guerre mondiale de façon officielle. Le grand gagnant, par contre, d'un point de vue économique, ce sont les États-Unis, qui à lui seul détient 3/4 du stock d'or mondial. Il va même d'ailleurs le stocker dans un endroit qui est devenu célèbre, hein, Fort Knox, là, qui est ultra sécurisé, puisque vous avez 3/4 de tous les lingots d'or du monde qui sont dans cette forteresse. Et d'un point de vue moral, il y a le traumatisme, hein, de la découverte des horreurs d'après-guerre, les camps de concentration, les camps d'extermination, le génocide juif, les nombreux massacres de civils. Je vous ai mis ici un extrait de BD d'Oradour-sur-Glane en 10 juin 1944, le choc de la bombe atomique et de ses effets, notamment la radioactivité, les cancers qui ont touché la population japonaise. Tout cela change radicalement le monde, et si bien que deux pays sortent de ce monde qui crée un nouvel ordre mondial. L'URSS, qui a un prestige international, c'est le grand vainqueur, celui qui s'est sacrifié pendant cette Seconde Guerre mondiale, et les États-Unis, superpuissance économique, industrielle. Et ces deux superpuissances, ça va créer ce qu'on appelle le monde bipolaire, c'est-à-dire deux grands pôles d'attraction, mais qui sont aussi diamétralement opposés d'un point de vue idéologique, notamment, puisque les États-Unis sont le défenseur de la liberté, l'URSS c'est l'égalité. Les États-Unis ont une économie du libéralisme économique, les entreprises font ce qu'elles veulent, c'est la propriété privée. À l'inverse, l'URSS, elle défend une économie dirigée par l'État, où on évite les trop grandes différences sociales. Chacune des deux superpuissances va essayer de rallier des alliés, et on a ce découpage du monde qu'on peut voir sur la carte que je viens de vous projeter. En bleu, c'est ce qu'on appelle le bloc américain, ou aussi le bloc de l'Ouest, qui rassemble continent américain nord-américain, continent sud-américain et l'Europe de l'Ouest, ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et le bloc soviétique, l'URSS, territoire immense, qui est aujourd'hui plus grand que la Russie, plus la Chine, plus l'Europe de l'Est. Au final, il y a aussi un nouvel acteur au niveau mondial, qui est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est là pour essayer de préparer un monde où la paix sera possible et où il n'y aura plus jamais de Seconde Guerre mondiale, d'autres guerres mondiales.
Donc ça, c'est le grand enjeu de l'ONU, qui est plus ambitieux que la première tentative avec la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. On a des programmes économiques, des programmes pour le soutien des enfants, l'UNICEF. On a des programmes pour la faim dans le monde, la FAO. Bref, c'est un projet très ambitieux qui rassemble tous les pays dans le monde pour essayer de créer un monde de paix, alors même qu'on est quand même dans une nouvelle période de tension avec la guerre froide. Les conséquences de ces changements pour le Canada et le Québec. Tout d'abord, la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a pour conséquence le retour des soldats canadiens. Il y avait 610 000 combattants canadiens, 45 000 sont morts, 55 000 sont blessés, et le rapatriement va quand même durer plus d'1 an, puisque les derniers reviennent en 1946. Ces combattants ont le droit à une pension des anciens combattants. On va d'ailleurs créer un ministère des anciens combattants au niveau du fédéral, donc au niveau du Canada. Malheureusement, les autochtones seront écartés de cette pension, comme ce fut le cas d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale. La seule façon pour eux d'obtenir cette pension serait de renoncer à leur statut d'Indien, ce qui les met dans des positions très délicates. On voit encore la discrimination dont ils sont victimes. La guerre froide fait que le Canada choisit le camp américain, à la fois comme allié. En 1949, par exemple, le Canada devient membre de l'Organisation du traité Atlantique Nord, qui est l'alliance militaire qui regroupe les États-Unis, le Canada et les pays d'Europe de l'Ouest. Mais plus encore, le Canada devient aussi un enjeu. En effet, la partie nord du Canada, la partie extrême nord, quasiment désertique, qu'on appelle l'Arctique canadien, à vol d'oiseau, vous voyez sur la carte, elle est très très proche de l'URSS. Et cette zone est quasiment vide. Donc, l'URSS pourrait très bien dire, elle appartient à personne finalement, puisqu'il n'y a personne dessus, donc on s'en empare. Et avoir une tête de pont pour l'URSS sur le continent canadien, ça pourrait lui permettre de faire une mission d'espionnage ou même des missions militaires, ce dont les Américains et les Canadiens ne veulent absolument pas. 3 actions à retenir pour que le gouvernement du Canada illustre qu'il y a une réelle souveraineté du Canada sur cette partie nord. Première action, on crée une base nommée la base Alerte. Au départ, c'est une base météorologique. Très rapidement, ça devient une base militaire et c'est une base habitée à l'année. C'est encore aujourd'hui la base la plus au nord habitée à l'année dans le monde. Deuxième chose, on va utiliser les connaissances de la communauté des Inuits, qui sont les grands spécialistes de la survie dans le Grand Nord. Cependant, ceux-ci, s'ils peuvent survivre traditionnellement, c'est parce qu'ils se déplacent. Or, le gouvernement fédéral va les obliger à rester au même endroit, à se sédentariser, et bien plus au nord que ce qu'ils faisaient habituellement, ce qui va être un traumatisme pour ces communautés, mais qui va être un enjeu stratégique pour le gouvernement canadien, puisque désormais il peut justifier du fait qu'il y a des populations qui habitent à l'année cette partie du Grand Nord. Enfin, les populations inuites sont quand même pas nombreuses, donc si on veut une surveillance accrue du territoire nord, on va se doter de la technologie du radar, qui a été inventée pendant la Seconde Guerre mondiale. On capte les échos des avions qui pourraient survoler le territoire. Donc toute cette ligne de surveillance qu'on appelle la Dew Line va permettre de surveiller ce Grand Nord canadien et de montrer aussi que l'Arctique canadien, c'est le Canada, qu'il est utilisé par le Canada et qu'il est maître chez lui. Il y a aussi cette peur du nucléaire. On a quelques accidents en 1950, notamment à Saint-André de Kamouraska, où il y a une charge explosive au-dessus du Saint-Laurent qui va un peu étonner la population, qui va seulement savoir en 2000 ce qui s'est vraiment passé. On a aussi certains citoyens canadiens qui construisent leur propre abri anti-atomique et le gouvernement du Canada va se doter d'un tel abri pour son gouvernement qui va faire construire entre 1959 et 1962 à Ottawa. On va le surnommer Diefenbunker, du nom du premier ministre de l'époque du Canada, Diefenbaker, et d'un bunker qui est une espèce de grosse construction en béton ici qui va être utile pour, en cas d'attaque nucléaire, pouvoir survivre plusieurs mois en autonomie complète et sous terre. Donc ça montre que la peur du nucléaire est réelle. Le Canada participe aussi à la guerre de Corée de 1950 à 1953, qui est un conflit de guerre froide, et plusieurs soldats canadiens vont y être envoyés et vont se battre là-bas.
Les autres changements dans le monde, c'est le mouvement de décolonisation après 1945. Beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie qui étaient sous la domination des empires coloniaux, notamment français et britanniques, veulent à la fois utiliser la faiblesse de ces empires après la Seconde Guerre mondiale et puis aussi la justification de l'ONU des droits de l'homme en disant ben, nous aussi, nous voulons être libres et indépendants. Et donc beaucoup de pays vont être créés à ce moment-là. Les droits de l'homme aussi ont notamment été défendus ardemment pendant la Seconde Guerre mondiale et beaucoup de citoyens, notamment les Noirs américains, vont se dire bah, nous aussi on veut l'égalité et puis on veut ces mêmes droits de l'homme. Autre changement en Amérique du Nord, mais c'est la prospérité économique, le baby boom et les nouvelles valeurs, notamment très américanisées, sur lesquelles je reviendrai dans la troisième partie sur le Québec de Duplessis. En résumé, retenez que pour l'aspect politique, il faut se souvenir que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, la création de l'ONU en 1945 et le début de la guerre froide entre États-Unis et Canada, entre États-Unis et URSS, pardon, la décolonisation de l'Asie et de l'Afrique. D'un point de vue économique, retour à la prospérité pour les pays comme l'URSS, pour l'USA et le Canada, le plein emploi, l'augmentation du pouvoir d'achat, le libre-échange surtout dans le camp américain, les États-Unis, le Canada et l'Europe de l'Ouest veulent stimuler les échanges entre eux, on y reviendra. L'aspect social, c'est le baby-boom, la reprise de l'immigration, une population de plus en plus jeune et la lutte pour les droits humains. D'un point de vue territorial, le monde est divisé en deux blocs. L'Europe est divisée entre Europe de l'Est pro-soviétique et Europe de l'Ouest pro-américaine. La Corée, par exemple, elle aussi divisée en deux, le nord pro-soviétique et le sud pro-américain. C'est la fin des grands empires et la création de nouvelles nations. D'un point de vue culturel, c'est l'américanisation des sociétés, surtout dans le parti ouest, bien évidemment, pas dans la partie soviétique, la société de consommation et les valeurs américaines telles que individualisme, matérialisme, confort et propriété privée.